Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne tous, la transformation profonde des espaces ruraux. C'est un sujet absolument passionnant, vraiment au cœur des grands enjeux actuels et qui va, vous allez voir, bousculer pas mal d'idées reçues. Quand on pense à la campagne, on a souvent cette image en tête, n'est-ce pas? Des champs, des tracteurs, une image un peu idéalisée d'une agriculture qui nous nourrit. C'est vrai, ça a défini la campagne pendant des siècles. Mais attention, sous cette apparente tranquillité, il y a une véritable révolution silencieuse qui est en marche. Les espaces ruraux sont en train de changer complètement de visage. Parce que la campagne aujourd'hui, c'est aussi ça. Ce sont des lotissements qui grignotent les terres agricoles aux portes des villes, c'est le fameux phénomène de périurbanisation. Ce sont aussi des projets industriels, du tourisme, et même des lieux de débats sociaux très intenses, comme on le voit ici avec ces manifestations en Allemagne. Bref, c'est bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Alors, pour y voir plus clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va poser le décor, voir la grande métamorphose de ces campagnes. Ensuite, on essaiera de définir plus précisément leurs nouvelles fonctions. Puis, on se posera une question clé. Est-ce un progrès ou est-ce que ça génère de nouveaux conflits? Après ça, on fera un point méthode essentiel pour le bac, l'étude critique de documents. Et on terminera avec une fiche révision express pour bien fixer les idées. Allez, c'est parti. Première section, la grande métamorphose des campagnes. On va essayer de comprendre ensemble ce monde en pleine mutation. Et pour bien cadrer notre réflexion, on part d'une question centrale. C'est notre problématique. Quelles sont les conséquences de la diversification des fonctions des espaces ruraux dans le monde? C'est la question qui va nous guider. Et c'est un réflexe absolument essentiel pour toute composition au bac. Toujours partir d'une question claire pour construire une réponse solide et argumentée. On attaque la deuxième partie. On va voir que la campagne, c'est aujourd'hui bien plus qu'un simple champ de blé. Définissons ensemble ces nouvelles fonctions rurales. Le mot-clé à retenir ici, c'est celui-ci, la multifonctionnalité. Alors, ça veut dire quoi concrètement? C'est tout simplement l'idée qu'un même espace rural peut avoir plusieurs fonctions en même temps. Il n'est plus seulement dédié à l'agriculture. C'est aussi un espace où l'on habite, où l'on travaille dans l'industrie, où l'on se détend, et c'est aussi un espace qu'on cherche à protéger. C'est ça, la multifonctionnalité. Regardez ce chiffre, 93%. Bon, comme ça, tout seul, il ne veut pas dire grand-chose. Mais si je vous dis que c'est le pourcentage d'agriculteurs aux États-Unis qui ont au moins une autre source de revenus que leur ferme, là, ça devient très parlant. Ça veut dire que, bien souvent, la seule activité agricole ne suffit plus à faire vivre. Les agriculteurs sont obligés de multiplier les activités. C'est ce qu'on appelle la pluriactivité. Et cette situation, elle révèle une fracture mondiale assez nette. D'un côté, dans les pays du Nord, les fonctions résidentielles ou de loisirs prennent le dessus. De l'autre, dans beaucoup de pays du Sud, comme en Éthiopie, l'agriculture reste absolument centrale. Mais attention, même là-bas, elle se transforme, notamment sous l'influence grandissante des villes. Troisième partie. On va voir que cette diversification, c'est une sorte d'arme à double tranchant. Progrès ou conflit, c'est toute la question. D'un côté, il y a des effets très positifs, de vrais moteurs de revitalisation. Pensez à l'agritourisme ou à l'arrivée de nouveaux habitants, les néo-ruraux, qui viennent chercher une meilleure qualité de vie. Ça peut redonner vie à des territoires. Mais il y a un mais. C'est l'autre face de la médaille. Quand une entreprise veut installer une usine ou une mine à côté d'un village, où des gens sont venus chercher le calme, ça crée des tensions. C'est ce qu'on appelle un conflit d'usage. C'est exactement ce que nous dit le géographe André Thor. En gros, plus on essaie de faire de choses différentes au même endroit, plus le risque de friction augmente. La cohabitation n'est pas toujours simple. Ok, passons à la quatrième partie, et c'est un moment important, la méthode. On va voir comment faire une bonne étude critique de documents, un exercice type du bac. Pour réussir, il y a 4 étapes à maîtriser. C'est un automatisme à acquérir. Présenter, contextualiser, analyser et surtout critiquer. C'est le plus important. Mettons ça en pratique avec un cas concret, le conflit de Rosia Montana en Roumanie. On applique notre méthode. D'abord, on présente. C'est un article du journal Le Monde de 2011. Ensuite, on contextualise. On est en Roumanie où un projet minier canadien menace un village historique. Troisième étape, l'analyse. On lit l'extrait et on voit très clairement s'opposer deux visions. L'espoir économique lié à la mine contre la préservation de l'environnement et du patrimoine. On est en plein dans le conflit d'usage. Et enfin, la critique. L'étape qui fait toute la différence. On ne se contente pas de résumer, on se pose des questions. Quelles voix sont mises en avant? Y en a-t-il d'autres qu'on n'entend pas? Quel est l'angle du journal? C'est ce questionnement qui transforme une simple description en une véritable analyse critique. Allez, on termine avec la 5e partie, la fiche de révision express pour le bac. On synthétise tout ce qu'il faut retenir. D'abord, le vocabulaire essentiel. Multifonctionnalité, conflit d'usage, agritourisme et périurbanisation. Maîtriser ces termes, c'est déjà montrer qu'on a compris les bases du sujet.
Ensuite, un exemple chiffré et visuel à réutiliser. Ce graphique est parfait pour illustrer de manière frappante le rôle très inégal de l'agriculture dans le monde. C'est le genre d'exemple précis qui va donner du poids à votre argumentation. Attention maintenant aux pièges à éviter. La généralisation, la nostalgie d'une campagne idéalisée et l'oubli de préciser les échelles d'analyse. Éviter ces erreurs, c'est montrer qu'on a une pensée nuancée et géographique. En conclusion, pour répondre à notre problématique de départ, la conséquence majeure de ces mutations, c'est cette tension fondamentale entre développement et préservation, entre des acteurs aux intérêts souvent divergents. Et on se quitte avec une dernière question pour ouvrir la réflexion. À l'heure où les frontières entre ville et campagne deviennent de plus en plus floues, quel est vraiment l'avenir du rural? La distinction même entre ces deux espaces a-t-elle encore un sens? La question reste ouverte.